vivre de mes photos animalières uniquement, avec peu de clients par mois, mais des clients qui se font plaisir aussi en imprimant. Et aussi, c'est lié au projet que je suis en train de lancer aussi, c'est de pouvoir incorporer dans mon timing, aussi dans mon temps, une partie purement créative, pas associée au business. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Libre et Photographe. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer ensemble ce chemin vers la reconversion dans la photographie. Ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous aider à passer le cap et à vous lancer sereinement dans une carrière de photographe ou gagner de l'argent avec la photographie, avec vos compétences. Pour rappel, Libre et Photographe vous propose deux formats. Le premier, ce sont les interviews, ce que vous avez écouté aujourd'hui, où l'on découvre ensemble le parcours et l'expérience de photographes qui ont franchi le pas. Et puis un deuxième format qui s'appelle La Leçon, où je partage avec vous des conseils concrets de photographe pro pour avancer dans votre projet. Alors moi je suis Régis Moscardini, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis coach et photographe et depuis 2013, après avoir quitté l'éducation nationale, je vis de ma passion pour la photo à 100%. Et mon objectif ici est clair, c'est vous transmettre les clés pour créer à votre tour votre propre métier de photographe et en vivre pleinement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, c'est Gaëtane Marchand, photographe spécialisé dans les animaux domestiques et en particulier dans la photographie de chiens. Dans cet épisode, on plongera ensemble dans deux grandes thématiques. La première, c'est son parcours de photographe. Gaëtane partagera avec vous comment sa passion pour les animaux et la photo s'est transformée en une expertise solide en maîtrisant les techniques de la photographie animalière et en développant son propre style. Et puis deuxième temps, son activité de photographe professionnel. Nous parlerons du boom de la photographie d'animaux domestiques, qu'elle connaît très bien évidemment parce qu'elle est dedans, de l'importance de choisir un bon nom d'entreprise, de comment bien gérer son stress quand on est entrepreneur photographe, et puis elle nous partagera également quels sont ses rêves et ses aspirations pour l'avenir. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver tout l'univers de Gaëtane sur son site gaetanelf.com. LF c'est juste deux lettres, Gaëtane le prénom, lf.com. Et de toute façon, je vous mets le lien en description. Alors que vous soyez photographe amateur ou professionnel ou même simplement passionné par la photographie animalière, cet épisode est clairement fait pour vous. Alors installez-vous et laissez-vous inspirer par l'univers captivant de Gaëtane Marchand. C'est parti! Bonjour Gaëtane. Bonjour Régis. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, voilà, tu vois, on en parlait juste avant d'enregistrer, mais oui, effectivement, on peut pas, cacher l'époque à laquelle on enregistre ce podcast. Et on est en pleine période de fin d'année, il y a un joli sapin derrière toi. C'est ça, bon, toi c'est très neutre, bravo. Oui. Du coup, tu seras intemporel. Mais moi, je suis vraiment là, je trahis complètement l'époque. Bon, écoute, je suis vraiment très très heureux de faire cette interview avec toi. Déjà parce que ça fait un moment qu'on échange sur Instagram avec nos comptes respectifs. Et puis tu as intervenu il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs dans le cadre de mon programme de formation avec évidemment ton expertise en tant que photographe animalière domestique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors principalement les chiens, puisque en l'occurrence tu es intervenu dans le cadre de l'expérience que tu as vécue en ayant ton propre stand dans le salon du... alors comment il s'appelle déjà? Parce que le WooFest. Le WooFest, voilà, c'est ça, le WooFest, donc un gros salon du chien. Et voilà, bref, donc c'était un super moment. Tous les élèves ont absolument adoré ton énergie, ton expertise évidemment. Là aujourd'hui, c'est un cadre différent, puisqu'on est dans le cadre du podcast. Et puis, comme très souvent, on va parler de ton parcours de photographe, voilà, de comment tu es venu à la photographie, comment tu t'es formé, enfin plein de questions là-dessus. Puis après, on ira sur le côté plus business, sur l'aspect marketing, entrepreneurial, voilà, puisque tu t'es lancé en tant que photographe pro il y a quelques temps maintenant. Donc l'idée, c'est de discuter de ça pour donner de l'inspiration ou aider celles et ceux qui aussi voudraient un petit peu se lancer dans cette aventure qui est formidable, mais qui demande quand même quelques connaissances. Et puis c'est très bien de pouvoir découvrir ce qu'ont fait les autres avant, de manière peut-être à pas reproduire les erreurs ou donner des idées. Voilà. Bref, j'ai assez parlé. Donc Gaëtane, on va faire quelque chose de très chronologique finalement. Dis-nous juste, avant de passer un petit peu aux premières questions que j'ai un peu préparées, mais dis-nous un petit peu quand même, allez, en quelques lignes, voilà, qui tu es, ce que tu fais, où tu es aussi peut-être. Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation Régis. Je suis vraiment très très heureuse d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous parler un peu de mon parcours, donc merci beaucoup. Et alors moi je m'appelle donc Gaëtane, effectivement, j'ai 32 ans, j'habite en région parisienne dans le Val d'Oise, mais j'ai grandi dans le sud de la France, entre Avignon et Marseille.
Et j'habite avec mon mari, mon chien et mon chat, puisqu'on parle beaucoup d'animaux aujourd'hui dans ce podcast, je précise, Jali et Pesto. Et donc effectivement, depuis 2023, je suis quasiment à temps plein photographe animalière. Mais j'avais lancé ma structure en 2021. Ça a germé depuis 2020, on en parlera tout à l'heure. Et avant ça, j'ai un parcours effectivement qui n'a rien à voir dans l'humanitaire et la philanthropie. Donc j'ai une formation Sciences Po et anthropologie et un master de communication. Et voilà, j'ai fait mes premières années dans des associations et dernièrement dans une chaire de recherche sur la philanthropie. Voilà, donc c'est ça, c'est de là d'où je viens. Donc oui, effectivement, un parcours qui n'est pas commun, déjà parce qu'il l'est pas, de fait. Quand on entend anthropologie, philanthropie, c'est pas des études qui sont plutôt courantes, quoi. Voilà, donc déjà ça peut surprendre. Et puis effectivement, maintenant que photographe, pardon, mais c'est encore pire, quoi. Voilà. Encore moins courant. Encore moins courant, voilà, c'est ça, c'est mieux. Allez, on va remonter un petit peu le fil. En gros, la question est très simple, mais comment est née ta passion pour la photographie animalière, ou la photographie déjà peut-être de base, et puis après coup l'animalier? Ouais. Alors, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je pense que la passion première, c'est les animaux. Ça remonte à vraiment mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé les animaux très fortement. Quand j'étais petite, mon plus grand rêve, c'était de pouvoir parler aux animaux. Je voulais, quand je serai grande, je serai protectrice des animaux et de la nature. Enfin, c'était un peu ça la démarche. Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être un métier pour moi parce que j'étais pas du tout scientifique. Et pour moi, les métiers autour des animaux, c'était la biologie, vétérinaire, c'était des choses comme ça. Donc, j'y ai même pas pensé, en fait, comme étant une possibilité pour moi. Et la photo, en fait, elle était là en filigrane pendant très longtemps sans que j'y fasse attention. Pendant les voyages, surtout. J'en faisais pas dans mon quotidien, pas du tout. Mais en voyage, je pouvais pas partir sans appareil photo. Et j'avais un peu une malédiction autour de la photo qui était qu'à chaque fois, je cassais ou perdais mes appareils photo. Et donc, à chaque fois, on m'en offrait un nouveau. À mon anniversaire, c'était un peu le running gag de la famille. Est-ce que t'es pas une stratégie pour avoir régulièrement Non, des c'était nouveaux pas appareils? une stratégie parce que j'en avais pas forcément beaucoup mieux. J'avais toujours un peu le même genre d'appareil photo. Et puis, en fait, c'est quand j'ai eu un peu des déceptions dans le milieu professionnel. Un jour, j'ai démissionné d'un travail dans le milieu humanitaire. Et avec le solde de tout compte, j'ai décidé de m'offrir un réflexe, mon premier réflexe. Et On est en quelle année là à peu près, Gaëtan? Là, c'est 2019. En fait, janvier 2019. Donc 2018-2019. Là, je me suis offert ce réflexe. Je sais que j'avais une amie qui était partie en Afrique du Sud, qui avait pris des photos incroyables d'animaux et ça m'avait vraiment donné envie de savoir faire des photos comme ça. Sachant qu'à ce moment-là, je faisais pas trop de photos d'animaux, hein, pas du tout. Même c'était des photos de voyage. Alors, bien sûr, dans mes voyages, je photographiais les chats et les chiens errants, et les singes selon le voyage. Et voilà. Et en fait, du coup, je suis partie de zéro avec ce réflexe et j'ai appris à photographier en manuel. En fait, je me suis donné un petit challenge. Je pense que j'avais besoin d'un challenge dans ma vie, de quelque chose de sympa, de positif. Et donc, mon but, c'était d'apprendre par moi-même. Voilà. Donc, en ratant la plupart de mes premières photos. Comme tout le monde, hein. De toute façon, il faut bien passer par là, c'est obligatoire. Est-ce que tu avais, je sais pas, une quelconque intérêt pour, on va dire, un peu l'univers artistique qui pouvait prendre différentes formes? Parce que là, effectivement, la photographie, tu le faisais dans un cadre de voyage, mais sans peut-être avoir cette côté artiste que tu peux voir maintenant, justement, où il y a de la création, on imagine des scènes et tout ça. Et voilà, avant ça, est-ce que, je sais pas, tu dessinais, t'écrivais, tu faisais de la musique, de la peinture, de la sculpture, j'en sais rien. Est-ce que tu avais quand même, cette âme d'artiste qui peut-être qui s'exprimait par différentes façons avant la photographie? Oui. J'étais très musicienne et je suis toujours musicienne. Et c'est ça qui prenait beaucoup de place. Et je composais en fait mes chansons. Donc j'avais pendant 2-3 ans, ça a pris vraiment une immense place dans ma vie. Et j'ai cru que j'allais peut-être faire quelque chose avec ça. Et en même temps, ça me semblait pas des métiers viables. Pour moi, c'était vraiment une passion. Voilà. Et alors que la photo, tout de suite, en fait, quand je me suis acheté ce réflexe, je me suis toujours dit, ce serait incroyable de pouvoir être photographe. Pour moi, ça, c'était un métier, être photographe, alors qu'être musicien, je me disais, je pourrais pas gagner ma vie. Photographe, je me disais, c'est possible. Alors qu'on peut, dans les deux cas, de toute façon, ce sont que des suppositions ou des espèces d'images qu'on a, des représentations qu'on se fait soi-même, mais qui en réalité ne sont pas vraies du tout, soit dans la photographie ou dans la musique. Juste quel instrument, du coup, tu fais encore d'ailleurs, j'imagine?
Du violon, j'en ai fait depuis l'âge de 5 ans et j'ai commencé la guitare au lycée et c'est avec la guitare que j'ai commencé à composer, à chanter. D'accord. Bon, ça c'est super. Une facette de plus, une corde de plus à ton arc. Bon, écoute, Louis, le côté artistique, évidemment, t'as accompagné tout le temps et donc maintenant c'est une autre forme d'art, celui de la photographie, qui te permet aussi de t'exprimer. Voilà, c'est ça, être artiste, c'est s'exprimer, c'est avoir des idées, des envies d'extérioriser certaines choses qu'on a en soi et l'art permet ça, la musique et la photographie aussi, évidemment. Alors quand même, poser quelques questions sur le côté anthropologie, Sciences Po, humanitaire. Déjà parce que je suis curieux, ça m'intéresse. Mais et tu as dit quoi encore La communication. Et puis la philanthropie aussi. Tu as dit ça. Hein. Philanthropie. Alors ça, j'ai envie de te dire, est-ce que ça s'étudie quoi Est-ce que la philanthropie, ça s'étudie finalement? Alors non, la philanthropie, c'est plutôt... En fait, ce mot veut dire tous les dons... Enfin, aujourd'hui, ça représente tous les dons privés pour l'intérêt général. Donc, en fait, j'étais dans une chaire de recherche, mais moi, j'étais pas chercheuse. Enfin, et d'ailleurs, je suis toujours un jour par semaine. Je m'occupe de disséminer les travaux des chercheurs, donc je fais de la communication sur ce que eux produisent. Et eux, ils étudient comment on donne, pourquoi on donne, les structures, les organisations, etc. Et comme c'est dans une école de management, il y a aussi un prisme. Alors, il y a un prisme sciences sociales, mais il y a un prisme aussi comment mieux donner, être efficace enfin voilà, dans le travail des fondations, des associations, etc. La levée de fonds, ce genre de choses. Donc en fait, c'est toujours lié à mon travail sur l'humanitaire et dans l'humanitaire dans lequel j'étais auparavant et les droits humains. Mais c'est une facette un peu plus reculée avec, un autre angle, on va dire, un autre angle d'approche. Ok. Et ça, là, on est loin de la photographie, c'est sûr. Hein. Enfin, la photographie telle que tu la pratiques toi, parce qu'on peut très bien, j'imagine, photographier, faire des reportages dans ces milieux-là aussi, peut-être. Parce que la photographie peut aussi avoir un rôle à jouer. Hein. Toi, tiens, alors, la question du coup, pour faire le rapport avec la photographie, il est un peu évident, mais qu'est-ce qui fait que dans le côté humanitaire, peut-être même l'anthropologie, ces sciences-là d'études humaines, de sciences humaines, il y a des photographes qui ont fait des carrières là-dessus, quoi, tout simplement. Même si toi, tu aimes les animaux, tu aurais pu, peut-être, te dire, tiens, j'ai un appareil photo, je sais photographier, j'ai des connaissances là-dedans, j'ai mon réseau, je connais, j'ai mes entrées, en gros. Ça m'intéresserait de développer peut-être des reportages ou de dénoncer des choses avec la photographie. Tu y as pensé, ça s'est pas fait? Pour quelle raison, finalement, tout ça? Alors, j'y ai pensé et au début, je photographie. En fait, moi, je suis très, très intéressée par l'humain aussi, hein, pas que l'animal. Et au début, photographier pas mal. Et j'avais des projets autour de ça dans ma tête. Photographier les personnes âgées, pendant le Covid, j'ai beaucoup photographié les scènes du Covid, ce genre de choses. En plus, j'ai essayé d'accompagner ça de textes. Donc, il y avait un petit côté photo sociale ou photo documentaire qui aurait pu me plaire et qui me plaît toujours. Et je pense que ça ne s'est pas fait parce que j'ai découvert mon attrait pour la photo à un moment où j'étais aussi en parallèle désillusionnée du secteur humanitaire dans lequel je travaillais. Et j'avais eu des expériences douloureuses. Et en plus, moi, j'aime bien la beauté des choses. Voilà. La beauté de l'humain, la beauté de la vie, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'essaie de photographier. Et dans l'humanitaire, ce qui m'attirait au départ, c'était de se dire, déjà, bien sûr, d'être absolument choqué par des tonnes de situations absolument atroces sur cette planète, au sens large, mais de se dire, il y a des humains qui se mobilisent ensemble pour faire changer les choses dans le bon sens, etc. Je trouvais ça magnifique. Donc ça, c'était ce qui faisait que j'étais dans ce secteur-là. Et en fait, quand j'ai été désillusionnée de comment se passait la situation souvent pour les salariés au sein de ces structures, j'ai eu un peu un rejet de tout ça. En tout cas, j'avais besoin d'une période de tampon un peu où je pensais à autre chose et j'avais besoin de me centrer sur ce qui me rendait fondamentalement heureuse et ce que je trouvais de plus beau autour de moi. Et ça, c'était les animaux. Et donc, en fait, très rapidement, voilà, le sujet est allé vers les animaux. Et d'ailleurs, en fait, j'ai dit que j'avais eu mon réflexe en 2019. Mais j'ai commencé à vraiment, vraiment beaucoup pratiquer au moment du Covid parce que là, j'avais appris pendant 1 an à bien manier mon appareil et au moment du Covid, je suis sortie et j'avais les compétences pour photographier ce qui m'inspirait. Et donc oui, il y avait des photos sur la situation, le confinement, les rues vides, etc., les masques, tout ça. Mais j'ai beaucoup photographié les animaux sauvages dans Paris à ce moment-là. Et notamment des animaux auxquels on pense jamais, la beauté des petites choses, des petits animaux qui passent inaperçus, les mouettes, les pigeons, les poissons dans le canal qui à ce moment-là se voyaient beaucoup parce que le canal était propre pour la première fois depuis bien longtemps. Voilà, tout de suite, c'était ces choses-là qui attiraient mon regard.
Mais je m'en souviens très bien, c'est la période de Covid qui a marqué vraiment tout le monde, hein, ça c'est évident. Mais nous, on habite au Puy-en-Velay, mais à côté, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans le Puy, c'est peut-être à 10 minutes. Et on a la chance, que je pense que c'est vraiment une chance, c'est qu'on n'est pas loin de la ville. Et en même temps, on fait 500 mètres, on est dans la campagne, quoi, vraiment. Donc du coup, on est vraiment dans une espèce de zone tampon, là, qui est formidable, pour moi en tout cas. Et c'est vrai que je me souviens, on était quand même pas mal dehors, parce qu'on a un grand jardin, tout ça, on a de la place. Donc on n'était pas, nous, dans un appartement, donc on l'a plutôt bien vécu, hein, le Covid, à cette époque-là. Même très bien vécu d'ailleurs. Mais c'est vrai que dehors, je m'en souviens très bien. Déjà, pas de bruit de voiture ou de mobilette ou de scooter, parce que ça passe beaucoup. Et rien que ça, déjà, je trouve que c'était un vrai changement. C'était apaisant. Et puis, donc, pas de bruit humain, quoi. En gros, pas de bruit de machine humaine. Et c'est vrai que les oiseaux, principalement les oiseaux, bien sûr, mais rien que ça, déjà, cette espèce de... l'espace a été réinvesti par les bruits naturels plutôt que les bruits artificiels. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, quoi, vraiment. C'est-à-dire que le cerveau humain s'accommode très rapidement de ce qui se passe, en fait, pour se persuader que c'est quelque chose qui est normal, c'est la normalité. Mais voilà, donc c'est pas forcément la normalité, quoi, hein. Donc voilà, donc du coup, le cerveau, il s'habitue à ça. Mais aussi, finalement, pareil, je me suis vite réhabitué, ou j'ai vite redécouvert, je me suis refait cette normalité des bruits naturels, quoi. Parce que c'était beau, alors ça devait être comme ça, j'imagine, normalement, avant. Bon, bah voilà, ça a duré 2-3 mois, et après, le reste a pris le retour, quoi. Dans Paris, moi j'étais en plein Paris à ce moment-là, dans un appartement de 40 mètres carrés, et vraiment, on sortait d'une période avec les gilets jaunes, enfin des périodes un peu compliquées dans Paris, des sirènes à tout bout de champ du jour au lendemain. C'était le silence radio dans les rues. Et alors là, les oiseaux, on les entendait pour la première fois, hein. C'était fou. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser aussi, alors, c'est pas les animaux, mais c'est la nature, c'est le ciel étoilé, notamment la Voie lactée. Et je sais que j'ai des amis qui sont des vrais citadins, quoi, voilà. Et quand ils viennent chez nous, et encore notre ciel n'est pas très pur, hein, voilà, il est bien, mais ça peut être beaucoup mieux. Mais quand ils voient la Voie lactée l'été, je sais presque comment dire pour la première fois, ça les choque, tu vois. Ça fait pas dire qu'il y a quand même des choses qui sont accessibles très facilement finalement, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Quelque part, c'est dommage parce que bon, voilà, on sort un peu du domaine de la photographie, mais en même temps, bah, c'est vraiment se couper des éléments desquels on fait littéralement partie, mais on s'en coupe complètement et ça peut causer des soucis chez certains, c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Peut-être que du coup, toi, je reviens un petit peu à ton parcours, peut-être que la photographie te permettait aussi, comment dire, de continuer à être raccroché à des choses naturelles qui sont peut-être des choses très authentiques, alors que ce que tu vivais toi dans ton métier d'anthropologue dans l'humanitaire, c'est quelque chose, tu t'étais décroché justement de ça, quoi. Il y a un petit peu de ça peut-être, non? Alors, oui, là, j'avais déjà changé, en 2020, j'avais déjà changé de métier. J'étais dans mon métier plutôt diffusion de la dissémination, diffusion du travail des chercheurs. Donc, c'était déjà un peu une autre époque de ma vie, mais en fait, ça m'a fait énormément de bien dans Paris. En fait, c'était ma vie dans Paris qui me pesait aussi beaucoup. Au cœur de Paris, Place de la République, je sais pas si vous voyez, mais pour ceux qui connaissent. Et c'était dur pour moi d'être dans Paris, encore plus en période de confinement, mais même avant, en fait, le béton partout, je pouvais plus et j'avais du mal à me mettre en mouvement pour aller prendre le RER, pour aller accéder à des espaces verts un peu plus naturels, etc. Donc la fille du sud de la France était un peu mal en point là dans cet environnement. Et donc là-dessus, oui, la photo me donnait... et en fait aussi, c'était une manière de... progressivement, en fait, c'est un peu... c'est en faisant que je me suis rendu compte que c'était important pour moi aussi. C'est-à-dire que j'ai pas choisi, tiens, aujourd'hui, je vais photographier des poissons et des pigeons. Il se trouve que c'est ça que j'ai photographié. Et du coup, après, j'ai réalisé qu'en fait, je m'étais éclatée à photographier des mouettes et des pigeons aujourd'hui. Et pourquoi, en fait? Et donc, c'est là que je me suis dit, mais il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose que t'as pas exploré dans ton milieu, dans ta vie, en fait. Et il faut que tu rajoutes les animaux dans ton quotidien d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en plus, en vivant dans Paris, je vivais pas avec un animal parce que j'étais dans un espace vraiment trop petit. Donc ça aussi, ça me manquait au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis de changer, de me dire, dans quelle direction je veux aller pour la suite. Effectivement, tu nous racontes ça maintenant avec le recul. Sur le moment, tu arrives un petit peu à avoir cette réflexion vraiment, en tout cas, d'avoir conscience de ça, d'avoir cette prise de recul vraiment dans l'instant, de dire, mais effectivement, j'ai besoin d'autre chose que ce que je fais maintenant. J'ai besoin d'animaux, j'ai besoin de beauté. En gros, j'ai besoin de respirer. Je te dis ça parce que finalement, quand on est tête dans le guidon, parfois, ça va pas. Clairement, il y a un truc qui coince, on sent qu'on n'est pas bien.
là, après, ça se manifeste de différentes façons, chacun est différent pour ça, mais bon, en gros, on sent que on n'est pas bien. Toi, tu ressens ça, mais très vite, tu te dis que tu dois rajouter justement de l'animalité, de la nature, de la beauté dans ta vie, parce que maintenant, tu le dis avec du recul, donc c'est quelque part un peu plus facile. Sur l'instant, ça paraît évident pour toi quand même. Enfin, tu sais rapidement comment solutionner quelque part un peu ce mal-être? Alors, je dirais pas que c'était rapide parce qu'en fait, j'ai fait tout ça, ça s'inscrit dans une vraie grosse transition dans ma vie où du coup, j'ai fait un travail thérapeutique. Ça, c'est fondamental. Ça m'a beaucoup aidé à identifier ce qui allait pas chez moi. Et en parallèle, j'ai découvert tout le développement personnel. J'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai fait des exercices personnels pour essayer d'identifier qu'est-ce qui manquait dans ma vie. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, dans ma vie professionnelle au moins, il y avait 3 piliers qu'il fallait que je retrouve et qui du coup, pourquoi professionnel? Parce qu'en fait, pour moi, le métier doit être totalement aligné avec ma personne, mais après, c'est peut-être pas la conception de tout le monde. En tout cas, c'était la mienne et je sentais qu'il fallait, et ça avait toujours été la mienne d'ailleurs, sinon je serais pas partie dans le milieu humanitaire. Il fallait un métier passion quelque part. Et du coup, les 3 piliers, c'était l'humain, je l'avais déjà dans mon métier d'avant. La créativité, je l'avais un peu parce que j'étais quand même dans le secteur de la communication, donc on créait des choses. Mais bon, c'était pas la création comme on l'entend quand on parle de photographie. Et les animaux, ce fameux 3e pilier. Et ça, je l'ai identifié à ce moment-là, à cette période-là, mais ça s'étend sur 1 ou 2 ans quand même. C'est pas un jour, je me suis dit c'est les animaux. C'est progressivement que j'ai réalisé à quel point ils me manquaient, à quel point c'était eux que je photographiais dans la rue, mais pas que, je photographiais aussi les chats de mes amis, etc. Donc, il y a quelque chose comme ça qui a commencé à se dessiner. Mais oui, ça s'inscrit dans un travail plus profond. Et bien intéressant d'avoir ce côté proactif. Tu as pris les choses en main. Bravo, parce que voilà, c'est des fois difficile de le faire, donc bravo pour ça. On va aller revenir un peu plus sur vraiment l'aspect plus photographique. Tu t'es formé finalement comment? Donc, tu as eu ton réflexe, ton premier réflexe, tout ça. Tu as pris des cours, tu as fait des stages ou vraiment toute seule en explorant, en te trompant, en refaisant. Un petit peu en quelques mots, ton cheminement technique de photographe. C'est un mélange. Donc oui, beaucoup d'auto-formation en faisant, mais j'avais quand même besoin de base et de comprendre les choses. Donc j'ai aussi pris quelques petits cours en présentiel avec Graines de photographe. Et j'ai aussi suivi une formation sur la photo, sur Udemy. C'est une plateforme avec pas mal de cours en ligne et j'en ai pris un. Pas très cher en plus. Souvent, c'est des cours pas très chers. Je recommande parce qu'il y a très souvent en plus des promotions, etc. J'ai eu un cours. Je pense qu'il y avait une valeur tellement supérieure à ce que ça m'a coûté. Donc voilà. Et du coup, j'avais cette base-là. Et ensuite, j'ai beaucoup... en fait, progressivement, c'est quand j'ai décidé que j'allais partir vers la photo animalière que j'ai pris des cours plus en lien avec la photo animalière. Et au début, j'étais pas au clair si ça allait être les animaux sauvages, les animaux de compagnie ou quoi. D'ailleurs, j'aime toujours photographier les deux. Et c'est là, d'ailleurs, que je t'ai rencontré, Régis, parce que avec Oxo Nature. Et c'est ça, Oxo Nature. Oui, ça n'a pas bougé, c'est toujours ça. Donc, j'avais pris un premier cours pour trouver les animaux que je voulais photographier. Il vaut mieux les trouver avant de les photographier, ouais. C'est bien dans ce sens. Voilà. Et puis, en parallèle, j'ai découvert le monde de la pet photography en anglais. Et là, il y a plusieurs réseaux de photographes animaliers à l'international qui donnent des cours à la fois sur le côté business, mais le côté vraiment technique de photographier les animaux. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et les anglo-saxons, les américains en particulier, on dit souvent dans le marketing, et c'est vrai, hein, ils ont, on va dire, un temps d'avance, quoi. Voilà, ce qui se passe aux USA, maintenant, ça arrive en France, les techniques, les stratégies, voilà, même des façons de faire, ça arrive un peu après en France. Dans la pet photographie, comme tu l'appelles, les animaux domestiques, c'est pareil, c'est un peu la même chose chez les Américains. C'est pas un temps d'avance, c'est en tout cas plus de, je sais pas comment le dire, mais en gros, l'environnement est plus riche, il évolue beaucoup plus rapidement là-bas. Oui, 1000 fois oui. Alors, en France, ça commence, là, il commence à y avoir quand même des choses. Rien à voir avec l'ampleur de ce qu'on peut trouver comme contenu pour nous aider dans le milieu anglophone. C'est lié à 2 choses. Déjà, la discipline, en fait, en tant que telle, de pet photography, elle est développée là-bas depuis plus longtemps qu'en France. En France, c'est vraiment tout récent. Là-bas, ça fait déjà au moins 10-15 ans. Quand on dit là-bas, c'est large. C'est pas que les États-Unis, c'est vraiment le monde anglophone parce que en Australie, c'est une pratique très développée. En Angleterre aussi, donc, au Royaume-Uni. Donc, il y a quand même plusieurs zones géographiques dans lesquelles ça s'est développé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté marketing qui s'est bien développé. Mais en fait,
je dirais que c'est des pratiques marketing qui sont importées d'autres disciplines photographiques. C'est pas propre au milieu animalier, mais après, bien sûr, chacun a ses spécificités. Ils ont un peu importé ce qui se fait ailleurs dans ce milieu-là. Il y a ton chien qu'on entend. Oui, désolé. C'est pas grave. Comment il s'appelle déjà? C'est Jali. C'est Jali. Et on peut retrouver le compte Instagram de Jali, je crois. Hein. Tout à fait. Pesto et Jali. Pesto. Pardon, attention, si j'oublie les chats, ça. Ils s'entendent bien les deux? Ils s'entendent de mieux en mieux. C'était pas gagné, mais là, ils commencent à jouer ensemble. D'accord. Bon, c'est Jali qui était là en premier, peut-être, c'est ça? Non, c'est Pesto. Ah, c'est Pesto? Pesto est arrivé pour notre mariage. On l'a trouvé sur notre lieu de mariage avec mon mari. Un petit chat. Voilà. Excellent. Donc, c'est le chat de votre mariage, quoi. Littéralement, du jour de votre... Ah, excellent. On l'appelle notre wedding cat. Ah, bah, carrément. Il était abandonné et on l'a adopté ce jour-là. Jali est arrivé il y a 1 an, l'année dernière, donc c'est encore un grand bébé. Ouais, puis les chats, ce sont des animaux territoriaux, quoi. Donc, du coup, quand t'as un chien qui arrive, c'est compliqué hein, pour le chat, les odeurs, tout ça, mais bon, il va s'habituer. Il y a de bonnes compositions. Bon, tant mieux. Est-ce que tu aurais un photographe à nous donner qui t'a inspiré, toi, un photographe animalier, peut-être, mais alors que ce soit dans les animaux domestiques ou autres, qui t'aurait fait comprendre peut-être les choses différemment en tant que photographe, par la beauté, par son approche peut-être? Alors, il y a beaucoup de photographes qui me plaisent. Et en fait, c'est marrant parce que c'est pas du tout le type de photographie que moi je fais dans la photo animalière, mais c'est la première photographe française que j'ai repérée et qui m'a inspirée dans le milieu canin. C'est Audrey Bello. Elle est photographe canine, mais elle photographie beaucoup les chiens dans des paysages incroyables et c'est très féerique ce qu'elle crée. Et souvent, le chien vraiment est un sujet de quelque chose de plus grand. Et ce que je trouve très beau, c'est que justement, ça faisait écho, je pense, en moi, au côté, le lien avec la nature. En fait, c'est le chien comme un loup, le chien à l'état sauvage presque. Et c'est pas ce que je photographie, mais ça me parle parce que ça fait écho à vraiment toutes mes valeurs et ce que j'essaie d'impulser aussi dans mon entreprise, qui est le lien à la nature. En fait, certes, on aime les animaux de compagnie, mais pour moi aussi comme une porte vers la nature. J'allais dire une porte d'entrée, pas forcément, mais en tout cas un lien, une connexion à la nature. Okay, et excellent. Du coup, je vois, on peut retrouver son travail hein, sur Instagram, Audrey, enfin, on tape pas Audrey Bello, évidemment, on écrit Audrey Bello, je crois, BE2LOT. Exactement. C'est ça. Et on verra son travail, et fait tout de suite, on comprend ce que tu veux dire. Ouais. J'ai l'image en tête pour certaines, donc c'est très, très clair. Alors, dans ton travail, sur ton site, hein, je peux te dire, j'ai regardé ton site, tout ça, ta page à propos, pour mieux, encore une fois, m'imprégner de ce que tu fais. Et tu parles quand même souvent de connexion aux émotions. Et ça, je trouve ça, autant photographier le beau, j'ai envie de te dire, c'est pas que c'est facile, c'est que on le voit, quoi. Voilà, on le voit. Les émotions, c'est quelque chose qui peut être plus intérieur, tu vois, caché parfois. Puis alors je parle d'humain, mais aussi les chats, les chiens, les émotions des chats, des chiens. Je veux dire, on comprend pas tout ce qu'ils vivent, forcément. Hein. De fait, c'est des langages qu'on n'a pas, des codes qu'on n'a pas. Mais tu parles quand même de connexion aux émotions. Comment toi, c'est un vrai challenge, j'imagine, comment tu arrives à capturer justement ces instants, aller si intime avec les animaux, qu'en tout cas, ce que eux vivent, nous montrent. Comment toi, tu arrives à capturer ça? En fait, je pense que, comme je le disais, vraiment, j'aime l'humain aussi. Du coup, quand je fais une séance photo, je suis aussi là pour une rencontre et les personnes en face aussi, et prendre le temps. C'est, je pense, ce temps-là, cette écoute, cette rencontre qui fait qu'au bout d'un moment, les personnes et leur animal, du coup, peuvent se comporter naturellement parce que les animaux sentent tout. Si leur humain est stressé, bah, ils le seront probablement aussi. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Si l'humain n'est pas disponible à son animal à ce moment-là, bah, ça se verra aussi. Et donc, pour essayer de capter l'émotion et de la photographier, j'essaye de créer une ambiance vraiment chaleureuse où tout le monde se sent bien et peut être soi-même, etc. Et aussi, je propose des séances photos, longues. Et donc, on a le temps, en fait, de baisser la garde, d'être soi-même et de se laisser aller. Tu vois, on n'est pas, en tout cas pas encore, dans la technique. En gros, on aurait pu penser le moment de photographier, l'aspect, le plus technique de la photographie. Non, c'est vraiment très en amont. C'est mettre les bonnes conditions de comportement pour qu'il y ait une espèce de lâcher-prise. Et c'est dans ce lâcher-prise-là, qui doit être le plus naturel possible, que tu vas pouvoir justement, que les gens vont pouvoir montrer leurs émotions
de manière presque lâcher un peu le côté de la pudeur, quoi, finalement. Donc ça passe d'abord par le maître, finalement, j'ai l'impression, et après le chien va pouvoir lui aussi se détendre et se lâcher. Alors, je pense que, enfin là, j'ai parlé tout de suite de l'humain parce que quand on parle de connexion aux émotions, je pense à comment l'humain va interagir avec son animal. Mais en fait, c'est pas tout à fait juste parce que la première chose que je regarde quand j'arrive, c'est vraiment faire en sorte que le chien, l'animal, je dis le chien parce que principalement en ce moment ce sont des chiens effectivement, mais en fait je photographie aussi des chats, des chevaux, etc. Que l'animal se sente à l'aise. Ça, c'est ma priorité au début et parce que en fait, si l'animal n'est pas à l'aise, le maître sera pas à l'aise non plus, l'humain ne sera pas à l'aise. Et ça rassure tout de suite de voir que je me connecte avec l'animal, ça peut rassurer aussi l'humain. Et en fait, au-delà d'une stratégie, c'est juste naturellement ce que je fais. Quand je vois un animal, je vais tout de suite vers lui. Donc, c'est créer du lien avec l'animal parce qu'un animal stressé, ça se voit. Peut-être que des personnes non initiées au comportement animalier le verront pas sur la photo, mais en fait, il y a plein d'éléments qui peuvent le montrer et des photos qui peuvent avoir l'air rigolotes, en fait, témoignent de juste un malaise de l'animal, etc. Donc, ça joue aussi que l'animal soit bien. Mais tu as raison de dire, là, j'ai pas du tout parlé technique, alors qu'en fait, je pense que sans le vouloir, mais il se trouve que c'est un peu le style que j'ai dans mes photos, je pense essayer de capter l'émotion. Je fais des gros plans, vraiment, de l'émotion. J'ai tendance à faire des portraits très rapprochés. Parce que ça se passe beaucoup dans l'œil, par exemple, chez l'animal, en l'occurrence. Alors, on pourrait dire chez les souris, chez les humains. L'œil dans l'animal, bien sûr, mais aussi peut-être la bouche, je sais pas, comment on appelle ça, la gueule, quoi, finalement, on appelle ça la gueule. Ça se passe, les oreilles aussi, enfin voilà, autant de champs comment dire, d'éléments de communication que eux ont, qui jouent beaucoup, justement, dans les émotions que tu vas pouvoir aller chercher chez les animaux. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça qui se captent de près, bon, qui peuvent aussi se capter de loin, mais il y a aussi quelle émotion ça va procurer à l'humain de voir l'image de son animal. Quand on parle de portrait animalier sans l'humain, effectivement, le regard de son animal, on l'oublie jamais. Effectivement, une photo du regard, ça va raconter quelque chose, mais parfois, ça va être un autre détail. Par exemple, une petite tache à l'arrière de l'oreille qu'ils connaissent très bien et qu'ils adorent et qui va être photographiée en gros plan, ça peut aussi créer une émotion. Et après, ça va être dans le lien, du coup, les photos de lien entre humain et animal. Le gros plan permet de se sentir un peu au cœur de ce moment intime entre eux. Donc vraiment être au cœur du câlin, quoi, très souvent, ou alors du bisou à ce moment-là. Je comprends, c'est que finalement, nous, j'ai pas de chien, j'ai des chats, quand on leur fait un câlin, un bisou, machin, une grosse caresse, oui, on les a en gros plan, en fait, hein, finalement. Donc le fait de faire ces gros plans permet après coup de revoir, d'être dans la scène, quoi. Mais ouais, c'est vraiment, ok, tout ça, c'est pensé, réfléchi. Par rapport à ton style photo, j'imagine que pendant tes premiers déclenchements, tes photographies ne ressemblaient pas à ce qu'elles ressemblent à ce qu'elles sont maintenant. Et là-dessus, c'est un vrai sujet, hein, très vite, hein, en tant que photographe, j'entends souvent, je voudrais développer mon style, je voudrais avoir un style particulier, un style qu'on reconnaît. Après, il y a la question que je sais pas comment m'y prendre, ou voilà, enfin bref. Toi, même si c'est très mouvant et très, très, très changeant, hein, ce que tu fais maintenant, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce sera pas tout à fait pareil. Et comment toi, tu as réussi à te caler là-dessus, tu vois, une espèce de satisfaction sur ton style? En fait, je sais même pas. Je trouve très dur cette question du style parce que je sais même pas si j'ai un style. En fait, je pense que j'en ai un de plus en plus qui commence à se dessiner et j'ai un type d'image que je finis par reproduire, qui sont justement ces gros plans comme ça, souvent en noir et blanc, du lien entre l'humain et l'animal. Mais en fait, je produis pas du tout que ça, loin de là. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on se prend un peu la tête sur le style et qu'il faut photographier ce qui nous fait vibrer et progressivement, ce style se détache peut-être. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne le sait que le jour où quelqu'un nous dit « c'est ton style, ça ». Ah bon? Ah bon, En fait, ça doit être mon style alors. Ce que tu dis, c'est un peu, quelque part, c'est un peu comme quand alors je sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est comme quand on veut dormir et qu'on se dit faut que je dorme. En fait, on dort pas. Voilà. C'est-à-dire qu'à force de rechercher comment dire, le but, on n'y arrive pas, quoi. En tout cas, c'est une espèce de ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, mais une espèce de fuite en avant. Ça, c'est ce qu'on veut atteindre. Ça, c'est là où on est. Et puis en fait, on pousse, et puis l'autre, voilà, ça s'écarte un peu. Puis on n'y arrive pas, quoi. Le style, ce serait un petit peu ça finalement. C'est-à-dire que se dire, je dois absolument développer mon style, trouver mon style, tout ça, et aller chercher. Au final, on se trompe peut-être de méthode. L'idée, c'est un petit peu de se faire confiance. C'est ça, hein, c'est de photographier. Je reviens sur le mot lâcher prise, mais de se faire confiance, de faire confiance au processus peut-être. D'aller vers ce qu'on aime faire, vers la beauté que nous, on trouve
belle, c'est une espèce de pléonasme, mais et finalement le style va se dessiner, se définir un peu naturellement, quoi, c'est ça? Oui, en fait, je pense que un style, ça doit être forcément un style enfin, ça doit être naturel, ça doit être soi. En fait, son style, c'est son identité. On peut pas inventer une identité, en fait. Je pense que c'est plutôt en cherchant qui on est, ce qu'on aime, et en allant vers ce qui nous parle le plus que progressivement le style arrive, en fait, naturellement. Parce que, voilà, je sais pas si ça se travaille vraiment. Après, on peut affiner peut-être, on peut explorer aussi. Mais il y a des choses qui vont sonner comme des évidences. Et ça, on peut pas les inventer. Ça, c'est clair. Vraiment là-dessus, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Après, il y a quand même des petites choses pour s'aider. Alors, un peu comme font tu sais, les web designers, par exemple, ou les graphistes qui travaillent avec des clients, qui vont faire ce qu'on appelle des mood boards. Donc voilà, des espèces de tableaux, de couleurs, de formes, de manière à avoir une espèce d'unité, de cohérence. Et on peut peut-être faire ça. Alors, comment on peut le faire? Alors, moi, je sais que je l'ai eu fait, je le fais plus, hein, d'aller sur Pinterest, par exemple. Toi, tu te crées un compte, tu tapes les mots-clés de ce que tu aimes photographier. Bon, là, en l'occurrence, photographie de chien, par exemple. Et puis, tu vas en avoir plein. Et je vois que tu envoies une qui te plaît de manière instinctive, sans trop chercher à comprendre pourquoi. Une image qui t'attire, paf, tu l'épingles. Et t'en fais peut-être 15, 20, 30 comme ça. Et à la fin, tu auras une espèce de mood board de ce qui attire ton regard. Pas forcément de ce que tu voudrais faire, de ce que tu pourrais faire, mais de ce qui attire ton regard, voilà. Et peut-être que ça peut donner des indices sur une espèce de style, ou si je file la métaphore avec le côté graphique, mais une espèce de cohérence comme ça, graphique esthétique, qui peut te donner des indices sur toi ce que tu veux aller, quoi. Ça peut t'aider. En tout cas, ça peut aider. Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire ça, mais j'ai toujours admiré ce qui arrivait parce que j'ai vu de très beaux, effectivement, tableaux Pinterest de personnes pour les guider enfin, j'ai vu ça dans différentes formations et pour les guider dans leur travail, enfin, et dans la direction qu'ils voulaient prendre pour la suite de leur production artistique. Moi, ça marche pas. J'y arrive pas très bien. Je pense que c'était encore peut-être un peu flou, mais je sais pas. Ouais, mais peut-être trop tôt, trop flou, effectivement. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont à tester. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Et si ça aide, tant mieux. Si ça aide pas, de toute façon, tu n'auras pas perdu de temps parce que, voilà, tu auras au moins découvert des photographies, puis tu sauras passer un bon moment. Donc, c'est pas une perte de temps, mais ça peut se tester. Donc, Gaëtan, alors là, la classe, hein, tu as été finaliste et médaillé des... Alors, pardon pour l'accent anglais, je sens que tu as un bon accent anglais, donc voilà, mais International Pet Photography Awards, j'ai fait un effort. Hein. C'est parfait. Donc, c'est parfait. Plusieurs questions qui viennent par rapport à ça. Déjà, la première, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de concourir pour ça? C'est quoi? C'est la reconnaissance perso? Le challenge perso, c'est pour ton business, genre le côté un peu, tu sais, pour rassurer les gens, vu à la télé, tu vois, on voit ça, on se dit, ah ouais, c'est sérieux, quoi. C'était quoi finalement la première motivation d'aller concourir là-dessus? La première motivation, c'est que je voulais un peu une validation extérieure de la qualité de mon travail. Parce que comme j'ai pas de diplôme de photographie vraiment avéré, j'ai fait des formations, mais j'ai pas un diplôme, j'avais besoin pour moi. Alors voilà, comme tu vois, j'ai un parcours où j'ai fait des grandes études. Pour moi, le diplôme, ça faisait un peu partie des choses qu'on a quand on valide quelque chose quelque part. Et là, pour la photo, pas du tout. J'ai enfin coupé avec cette vision un peu ancienne des choses. Mais du coup, j'avais quand même un petit besoin de savoir si je partais dans la bonne direction. Parce que mes proches, ils vont toujours me dire que mes photos sont belles, mais ils me le disaient déjà il y a 5 ans, alors qu'il y a 5 ans, franchement, il y avait du travail devant. Donc là, pouvoir me confronter à la vie de professionnels très reconnus à l'international, c'était important. Et ces awards-là, en particulier, sont très bons pour ça parce que on reçoit des avis. En fait, on a des notes sur nos photos et des avis de 2 jurys différents. Donc c'est pas juste en gros oui, non ou recalé par recalé. C'est t'as en plus une espèce de lecture de tes photos, quoi. Exactement. Donc je me suis dit, je n'y perds rien à participer parce que même si ce qui en ressort, c'est que j'ai pas un niveau professionnel, j'aurai des pistes d'amélioration et je comprendrai pourquoi. Et c'est aussi ça que je venais chercher. D'accord. C'est payant, ça, du coup, cette entrée à ce concours-là? Oui, alors c'est payant, mais la première année où j'ai participé, c'était l'année dernière, et comme j'avais fait une formation avec eux, j'avais droit à une entrée gratuite, et donc j'avais fait que 2 entrées. Au final, j'en avais payé une et mis une, et là, effectivement, mais c'est pas très cher, c'est 25 € par photo soumise. Après, on n'en soumet pas des milliards, hein, mais voilà. Donc finalement, tu recherchais la validation de ton travail, un peu comme le côté diplôme, plus pour te rassurer toi, d'abord, j'ai l'impression, pour te dire, ben oui, voilà. Et en plus, c'était bénéfique puisque tu as eu
Alors, c'est quoi? Quand on appelle ça un award, en fait, un peu comme une nomination quelque part, c'est un peu ça? En fait, alors comment ils fonctionnent? Donc ils donnent des notes sur 100 et selon la note, en fait c'est plus un examen qu'un concours quelque part parce que selon la note, on a un grade comme une mention et donc si on est en dessous, je crois, de 64 sur 100, on n'est pas nominé, enfin on n'a rien. Après il y a niveau professionnel, ensuite il y a médaille de bronze, bronze avec mention, argent avec mention, or platine. Le secteur est encore nouveau et récent. Donc, par exemple, pour cette année, c'était la première fois où ils faisaient cette notation-là. Il y a pas eu de platine. Même les meilleurs, ils n'étaient pas platine parce qu'ils veulent laisser une marge de progression à l'ensemble du secteur. D'accord. Eux, leur démarche, c'est aussi de contribuer à la reconnaissance du secteur en tant que discipline à part entière. Et donc, là, j'étais très heureuse parce que donc j'ai eu différentes mentions, Enfin voilà, j'ai eu bronze, argent avec mention. Et j'ai une de mes photos qui a fait partie des finalistes de sa catégorie. Il y avait plusieurs catégories. Et c'est ça qui est vraiment, pour moi, a été absolument, une immense surprise. Et trop génial. Juste vraiment la reconnaissance que j'attendais pas du tout, en fait. Mais concrètement, entre le jour où tu as reçu ça, l'information, et le lendemain, t'as pas mieux photographié. On est d'accord. Je veux dire, ta technique n'a pas changé. Ton approche n'a pas changé. C'est ta confiance finalement qui a été reboostée énormément. Tu veux dire entre quand et quand? Entre le moment avant où tu sais pas encore que c'était finaliste et le lendemain où tu l'as su, entre ces deux moments, toi en tant que photographe, t'as pas changé. Non. Non. Mais par contre. Mais effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai pas changé en tant que photographe. Par contre, ça m'a apporté une légitimité aux yeux de mes potentiels clients. Ça, oui. Et moi, effectivement, ma confiance en moi et l'assurance que je trompe pas mon monde. En fait, je suis vraiment photographe. Jusque-là, j'étais pas encore sûre. On a besoin de ça, finalement. Alors, c'est vrai que, moi, je suis d'accord avec toi, le diplôme, clairement, donne c'est une validation d'un cursus, mais c'est pas pour ça. Tu peux très bien faire le cursus, n'importe lequel d'ailleurs, sans passer un diplôme, mais avoir autant de compétences que celui qui aura le diplôme. C'est simplement une validation. Effectivement, alors, c'est peut-être notre culture à nous, française, qui nous impose quelque part d'avoir cette validation externe pour nous faire comprendre qu'on est OK, on est paré, et puis c'est bon, on peut y aller. En fait, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai toujours eu un exemple d'un de mes coachs qui m'avait dit, mais de toute façon, imagine, tu suis une formation pendant 2 ans, vraiment fort et tout, et puis la veille de l'examen, en gros, c'est annulé parce que X raison, donc t'as pas le diplôme. Mais en fait, la formation, tu l'as faite, quoi. Donc, peu importe. Mais on a du mal un petit peu à se détacher, effectivement, de ce côté diplôme, voilà, du bout de papier qui est important. Donc, alors, soit on fait le travail pour s'en détacher complètement, et puis en fait, on s'en fout complètement, et on a 0 diplôme, pas de reconnaissance, comme toi, tu as pu en avoir avec l'examen, le concours que tu as passé, et on s'en détache, et puis on vit avec, et c'est très bien, et on y va à fond. Ou alors, on n'arrive pas à s'en détacher, parce que c'est compliqué, voilà, ou on ne fait pas peut-être l'effort, mais à ce moment-là, on joue le jeu quand même, et puis alors, on va aller chercher cette reconnaissance dont on a besoin, et puis si on en a besoin, c'est OK, et puis on fait ce que tu as fait là. Mais c'est vrai que dans le mariage, le concours que tu as passé toi dans le mariage, ça existe beaucoup, il y en a pas mal. Dans le portrait également, il y en a aussi. Il est très possible dans d'autres domaines photo, on retrouve ce même genre d'organisme peut-être. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher, ça coûte rien. Et si on se plante, on n'a rien, personne ne le saura, et c'est OK, et puis on s'améliore pour la prochaine fois. Et puis si on a effectivement un accès site ou une information positive, on peut s'en servir. Déjà pour ça fait du bien, c'est ce qu'on cherchait, et puis on s'en sert pour communiquer. On met ça sur les réseaux, on le met sur son site. Voilà, c'est quelque chose qui va être vertueux quelque part. Donc oui, vraiment, ça peut être que positif. Oui, et puis sans c'est pas forcément juste être accroché au bout de papier. Et finalement, c'est aussi se dire, en tant que photographe, mon but, c'est quand même de m'améliorer, de continuer, de proposer. Et puis, en tant que professionnel, on veut proposer une belle qualité de photo à nos clients. Si on a une éthique professionnelle, on cherche quand même à proposer quelque chose de bien. Et donc, pouvoir se confronter à l'avis d'autres photographes et de professionnels du secteur, c'est important, je trouve, et c'est une manière aussi de juste avoir une bonne éthique professionnelle aussi parfois, d'aller chercher des retours pour progresser, être capable de recevoir une critique aussi, c'est très difficile, et du coup, accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on a toujours une marge de progression. Bien sûr. Donc, voir ça comme une espèce de... Dans sa formation continue qu'on a en tant que photographe, parce que quand on est photographe, on se forme de manière plus ou moins continue, et bien dans ce temps de formation continue qu'on se fait soi-même, et bien mettre des petits jalonnements comme ça de validation extérieure, effectivement, parce que ça permet aussi de
d'alimenter cette formation qu'on a pour soi. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Alors, allez, peut-être une dernière question vraiment purement photo, mais vraiment très, très photo, techniquement. Alors déjà, tu as quel matériel, toi, Gaëtan? On n'en a pas parlé, mais voilà, c'est important aussi, parce que c'est quand même partie du travail du photographe. C'est quoi ton matériel de photographe animalière domestique? Alors, j'ai un Nikon D500 et ensuite, j'ai 3 objectifs principalement. Donc, j'ai un 70-200 qui ouvre à 2.8. J'ai un 24-70 qui ouvre à 2.8 aussi. Et j'ai une focale fixe à 50 qui ouvre à 1.4. Donc, grosse ouverture pour avoir des bons flous d'arrière-plan. Donc, ça, c'est parfait. Tu as donc oui, tout mais droit, elle est finalement trop petite. J'aimerais bien la changer pour un 100 ou 135 millimètres. L'ouverture est encore trop... Non, l'ouverture est grande, mais la Oui. focale n'est pas assez... Alors, je suis assez mauvaise en vocabulaire technique, mais, Oui. Mais je préférerais passer d'un 50 mm à un 135 D'accord, mm. ok, parce que 50, c'est quelque part... T'es obligé de te rapprocher un peu trop, c'est ça, finalement, Oui, de c'est l'animal? ça. Et Ouais. bon, oui, et je trouve que ça met un peu moins en valeur l'animal que quand on a un zoom un peu plus... C'est ça, ça va plus écraser le zoom, ou en tout cas, même une focale fixe, longue focale fixe, ça va plus écraser effectivement l'arrière, l'avant-plan, ce qui donne plus l'aspect peut-être d'immersion dans l'image, effectivement, qu'un 50 mm où il y a le côté on se rapproche un peu plus. Alors, c'est pas un grand angle loin de là, évidemment, mais malgré tout, c'est peut-être pas parfait pour l'animal. T'as un réflexe, donc, qui fait, alors maintenant, c'est vrai que beaucoup de personnes, et moi j'en fais partie, ont un hybride, ce qui permet par exemple d'avoir un silence total. Là, j'ai envie de te dire peut-être que, est-ce que c'est bien, pour le coup, est-ce que c'est bien pour l'animal? Moi je sais que, alors, j'avais fait ça une fois, et ça marche, hein, dans l'animalier sauvage, pour le coup, avec les oiseaux. J'avais donc un réflexe, il faisait du bruit, hein, c'était un Patax 4.3, donc il n'était pas réputé pour être très silencieux. Et en fait, je déclenchais une première fois, le bruit n'était pas un bruit quelque part d'humain, de voix par exemple, donc l'animal ne partait pas, mais il se retournait. Genre, typiquement, tu vois, les animaux au perchoir, moi j'avais ma petite cache, tout ça, j'étais à 3-4 mètres, j'avais fait ma petite scène avec un perchoir, avec une petite branche, c'est très joli. L'animal fait ce qu'il veut évidemment, donc il était dodo, bon, pas ouf, donc hop, je déclenche une première fois, il y a le bruit, hop, il se retourne, tu vois. Toi, est-ce que c'est quelque chose justement qui peut être utile dans l'animalier, genre attirer l'attention de l'animal, ce clic-là? Ou c'est plutôt un défaut finalement? Oui, moi je trouve que c'est un défaut dans le sens où si j'ai besoin de faire un bruit, j'ai beaucoup d'outils pour ça. J'ai des petits pouet-pouet hein, qui sont très utiles pour attirer le regard d'un chien. Le pouet-pouet est donc un outil très utile chez les photographes animaliers. Le pouet-pouet. Oui, très important le pouet-pouet. Mais je pense que tu as raison. En tout cas, la première fois, ça fait un effet comme ça, effectivement. Même un chien ou un chat, au bout de 2 fois, ils ont entendu le bruit, ça leur fait plus... Et d'ailleurs, je pense l'animal sauvage aussi, mais sauf que dans la photographie d'animaux sauvages, justement, de toute façon, tu as un instant pour photographier ton animal, donc t'as pas besoin de réitérer, ce sera jamais le même animal devant toi. Dans le cadre d'une séance photo, ça va peut-être être utile la première fois, et puis ensuite, ce sera juste un bruit dont je pourrais me passer, en fait. Mais... Ok, ça marche, oui. Donc, mais c'est juste que c'est un budget de changer de... Et donc, du coup, là, est-ce que... Alors, réflexe, effectivement, maintenant, il y a l'hybride à côté qui permet de faire la comparaison. L'hybride bon, c'est le même usage, évidemment, mais bon, ça peut être plus petit. Il y a le côté bruit c'est vraiment un vrai argument, mais aussi de voir, par exemple, la scène. Je sais pas, tu veux faire la photographie en noir et blanc, avec l'hybride, tu peux le mettre en noir et blanc directement dans le viseur. Tu as probablement plus d'informations aussi, même c'est certain, que tu peux afficher dans le viseur. Bref, tu as quand même pas mal d'avantages, qu'on pourrait aussi peut-être parfois mettre en inconvénient, mais quand même plutôt, il me semble, des avantages. C'est que pour l'instant, tu te contentes de ça, tu aimerais bien aller changer pour avoir justement à être peut-être plus dans l'air du temps. Par rapport à ton réflexe, là-dessus, tu sens comment, toi? Moi, j'aimerais beaucoup changer, mais c'est un budget que pour l'instant, je peux pas me permettre. Et il faut dire que je suis quand même très attachée à mon Nikon D500, qui est mon premier, du coup, réflexe, et qui, pour le moment, m'a jamais fait défaut, qui était au départ meilleur que moi, et maintenant, je pense que je lui... voilà, je sais l'utiliser comme il se doit, on va dire. Et aussi, pour le moment, en fait, j'ai commencé avec d'autres objectifs qui étaient bien moins bons. Donc, j'ai déjà eu cette sensation de commencer à aller vers du mieux, vers du plus professionnel, etc., en changeant de gamme d'objectifs. Et du coup, effectivement, la prochaine étape, ce sera un moment de passer à l'hybride parce que ça a plein d'avantages, et notamment la luminosité des objectifs associés, etc. Et ça, pour moi, c'est très important parce que dans l'animalier, on est très souvent à des vitesses assez élevées, et donc il faut qu'on puisse avoir beaucoup de lumière dans le capteur. Donc, vitesse élevée pour figer le mouvement, parce que ça bouge.
par définition, un animal pas mal. J'en ai jamais vraiment fait de l'animalier domestique. Alors, je photographie mon chat, mais pas dans un cadre, on va dire, évidemment professionnel, en tout cas de shooting photo avec un maître à côté ou une maîtresse. Comment tu arrives à gérer quelque part parce qu'avec des portraits humains, voilà, les portraits humains, bon, bah, tu peux très bien shooter, t'es dans le viseur, et avec la voix, tu dis, ben voilà, plus comme ci, comme et tout en shootant quasiment, quoi, tu vois, j'imagine, t'as ton point de poète là, donc du coup, t'as une main qui est déjà prise. Comment tu fais pour tenir l'appareil? Vraiment très technique, hein. Comment tu fais pour tenir l'appareil? Bah, d'une main. Il faut bien que tu déclenches aussi, que tu fasses des réglages avec tes molettes, et en même temps, il faut que tu fasses ton poète-poète. Ou autre chose, tu vois, ou avec moi j'ai déjà vu évidemment une espèce de tige, comme une baguette magique avec un espèce de pompon à l'extérieur, enfin au bout pour attirer. Chez les chats, ça marche très bien. Il faudrait quasiment avoir 3 mains, quoi, tu vois, comment tu gères un petit peu ce côté-là? Alors déjà, le premier bruit, le premier poète-poète, le meilleur, c'est notre propre bouche. Ok. Elle demande pas de main. Donc, c'est très efficace. Et je suis très, très créative, du coup, maintenant, sur les bruits. Ça fait beaucoup rire les gens, d'ailleurs, pendant la séance, parce qu'ils s'attendent pas du tout à ça. En fait, c'est pas quelque chose auquel on pense. Et en fait, il faut être économe avec un animal, économe dans les sons qu'on produit pour que, au moment où on produit un son un peu étonnant, ça les surprenne vraiment et ils se tournent vers nous. Et après, il faut capter l'instant. Donc, il y a déjà la bouche, voilà. Ensuite, j'ai des appos, en fait, de chasse que j'utilise. Du coup, j'ai un collier avec différents appos, quoi. En fait, c'est des, je sais pas comment Ouais, dire, non, mais si. pour Oh, ceux qui c'est savent des pas ce mini que c'est un flûtes, des appôt. toutes petites flûtes, quoi, voilà. Oui, Que voilà, les mini tu flûtes qui font touches des bruits dedans. différents d'animaux, et donc j'en ai des plus ou moins aigus. Et puis après, j'ai aussi des mini objets qui peuvent en fait que je peux tenir en même temps que je tiens mon appareil et j'appuie dessus voilà, juste avant de déclencher. Ça fait Ok, le donc on travail. arrive toujours à s'arranger évidemment, mais l'idée du collier, c'est ok, bah, super bien vu effectivement. Donc tu as tout à portée de bouche quasiment pour faire des sons différents parce que l'animal va vite s'habituer à ces sons-là. Est-ce que c'est obligatoire justement d'attirer l'attention de l'animal? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être quelque part, je sais pas, aller attendre, ça pourrait peut-être prendre plus de temps, mais attendre la bonne attitude, tu vois, il va forcément bouger à un moment donné. Est-ce que on peut se contenter de ça? Il y a de tout dans une séance, et moi j'aime bien proposer des galeries où il y a une variété d'images qui n'ont Ok, rien à voir. Mais bien sûr, l'humain va attendre son portrait de son chien qui a les oreilles bien droites, qui se tient bien et qui est mis en valeur. En fait, les animaux sont mis en valeur quand ils sont aux aguets. Et c'est pareil pour le chat et c'est pareil pour le cheval. Par contre, le regard ne doit pas forcément être dirigé vers moi, vers l'appareil. Parfois, il est dirigé vers l'humain ou au loin ou ailleurs. Et d'ailleurs, très souvent, là, on parlait de comment je l'attire vers moi. Mais en fait, très souvent, j'utilise justement la personne qui est là avec son animal pour attirer le regard d'un côté, l'appeler, etc. Et elle n'est pas dans l'image, mais elle fait partie de l'image dans le sens où elle a contribué à créer la scène. bon, en tout cas, après, j'ai une expérience aussi qui permet de découvrir toutes ces astuces-là au fur et à mesure, mais tu as plein d'éléments. C'est important ce que tu as dit, il me semble, c'est de proposer plein d'images différentes pour la variété, parce que sinon, c'est peut être assez monotone, je pense. Et donc, après, c'est le client qui va pouvoir faire son choix peut-être et avoir plus de matière à choisir. On va basculer un peu, parce qu'on en a parlé aussi un petit peu au fur et à mesure de ton métier de photographe, là. Allez, vraiment, on fait vraiment presque du coq à l'âne, mais pour trouver des clients, quand tu t'es lancé, ça c'est la vraie question, mais en gros tes premiers clients, quoi. Et ça s'est passé comment? Comment tu allais chercher peut-être ton premier client, le vrai, celui qui te paye, celui qui te connaissait pas, tu vois, celui que t'as fallu peut-être convaincre par téléphone, par message. Comment celui-ci, alors comment il est arrivé? Comment tu as découvert finalement ce vrai premier client? C'est difficile de déterminer lequel est le vrai, le premier, parce qu'il y a plusieurs étapes où je me suis dit, ça y est, c'est mon vrai premier. Et après, l'étape suivante, je me disais, non, c'est lui, le vrai premier. Et en fait, là, le vrai premier qui m'avait pas payé, mais je considère que c'est le premier à qui j'ai vraiment proposé une vraie séance photo officiellement, ça, c'était par le bouche à oreille. Ok. Mais bouche à oreille, c'était gratuit, donc bon, ça marche bien en général. C'est assez facile. C'est aussi le bouche à oreille, mais c'est beaucoup plus éloigné cette fois-ci pour le premier qui m'a payé. C'était un ami à moi qui en a parlé à ses amis. Et parmi ses amis, l'une d'entre elles a voulu offrir ça à son frère. Et donc, ce frère-là, il l'a pas payé lui-même. Voilà, on lui a offert. Mais du coup, c'était mon premier vrai client officiel. J'ai été rémunérée pour cette séance photo. Et ensuite, mon premier client. Je sais que la manière par laquelle j'ai réussi à toucher des personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui n'avaient aucun lien ni avec ma famille, ni mes amis, ni quoi que ce soit, c'est via le projet Tales of the World, un projet
de photographie à l'international que j'ai rejoint, où en fait des photographes du monde entier canins photographient des chiens et lèvent des fonds pour des refuges. J'ai fait ça pour la SPA et là, du coup, grâce à cette publicité-là, j'ai touché des clients qui me connaissaient pas. Et c'est là que j'ai commencé à toucher des clients vraiment inconnus, mais en fait, principalement, quand même, mes clients viennent par le bouche à oreille, que ce soit par mon réseau de personnes qui n'aiment pas forcément les animaux, mais qui en parlent autour d'eux, ou par d'autres clients qui en parlent. Ok. Encore aujourd'hui, là, c'est encore principalement cette voie-là qui fait que des gens te découvrent. Oui, alors, du coup, de plus en plus, maintenant, ça va être les anciens clients, alors qu'avant, c'était plus mon réseau qui personnel. qui recommandent, voilà. Voilà, ou alors toujours ces projets-là comme Tales of the World, ou on en parlait du coup dans la masterclass qu'on a faite, mais les événements auxquels je vais me présenter et là rencontrer des nouvelles personnes. Effectivement, que le salon auquel tu as participé, tu avais ton stand, c'est un budget, mais après tu as un retour sur investissement parce que des gens qui te découvrent, qui n'auraient pas pu te découvrir autrement que par cette voie-là, partie des choses que tu mets en place. Comment tu réagis quand c'est ton... Alors effectivement, j'ai bien compris... ton premier vrai client et ça dépend sur quel curseur tu le mets, voilà. Mais en tout cas, n'empêche que c'est peut-être la personne qui t'a pas payé vraiment le bouche à oreille, mais quelque part tu la connais pas toi, elle a une vraie demande. Comment toi t'étais ce jour-là finalement? Comment t'as réussi à appréhender ce moment je photographie, c'est vraiment là, je suis quand même dans mon métier de photographe auquel j'aspire. Comment t'as géré ça, toi, à ce moment-là? Genre, tu veux dire émotionnellement ou Ouais, en émotionnellement, pratique, oui. Alors, peut-être les deux, techniques, émotionnellement, tout ça, tu vois. Comment t'as réussi à passer le cap, quoi, finalement, tu vois, et que ça se passe bien aussi? Je pense que comme c'était des étapes progressives, j'étais toujours un peu en dehors de ma zone de confort, mais toujours un pied dans ma zone de confort. En fait, j'ai toujours eu un pied dehors, un pied dedans à chaque étape, puisque à chaque fois, je gagnais du terrain sur l'étape suivante, on va dire, en me préparant. Donc, quand je suis arrivée à ma première séance photo avec quelqu'un que je connaissais pas, ou quelqu'un, voilà, j'étais déjà à l'aise dans le fait de photographier des animaux, dans le fait d'interagir avec des personnes, avec leur animal à ce moment-là. Et donc, là, c'était juste un inconnu total. Bon, ça rajoute une complexité, une nouveauté. Mais voilà, du coup, mais en fait, avant une séance photo, de toute façon, j'ai toujours un peu de stress. C'est inévitable, mais c'est du bon stress. Donc, bien sûr, je vais pas dire que j'étais pas stressée. J'ai été stressée, mais finalement, beaucoup d'excitation aussi, de se dire, c'est génial, quoi. Ça y est, ça se développe, prochaine étape. Donc, non, mais j'imagine tout à fait le stress. Oui, c'est important, comme tu dis, un peu comme quelqu'un qui monte sur scène, quoi. Je veux dire, il peut avoir 50 ans de carrière. Normalement, il a du stress parce que ça fait partie de l'excitation, ça fait partie du métier, et puis c'est ce qui anime aussi, c'est une espèce de moteur, hein, clairement. Hein. Et c'est ce qui fait qu'on est consciencieux, qu'on est pro, qu'on prépare bien le truc, donc ça fait partie des choses à vivre, effectivement, et qui sont importantes. Alors, quand on se lance, comme tu l'as fait toi, dans un nouveau métier, c'est que ce nouveau métier, puisqu'on se le construit, c'est ça qui est bien quand on est photographe, c'est qu'on va se construire son métier. Il faut que finalement ça puisse répondre quand même au maximum de critères de nos valeurs, quoi. Tu disais par rapport à ta première activité professionnelle, à savoir être dans l'humanitaire, il y avait des choses qui t'ont déplu plus vraiment fondamentalement, qui donc correspondaient pas à tes valeurs. Là aujourd'hui, toi, en gros, tu fais ce que tu veux, tant mieux. N'empêche que tu as intérêt aussi à ce que ça corresponde à tes valeurs. Par exemple, le respect de l'environnement, j'imagine, ce genre de choses-là, ce serait quelque part, bizarre. Que tu veux impérativement, en tout cas, le respect de l'environnement pour toi est important, et puis qu'à côté, c'est pas ce que tu fais, mais tu vois, genre tu changes d'appareil tous les 3 mois, je sais pas, tu utilises des serveurs en ligne qui consomment beaucoup de CO2 par exemple, tu vois, tu te déplaces beaucoup avec un gros diesel, voilà. Comment toi t'arrives à quelque part à faire en sorte que tu puisses garder du sens et que ton métier de photographe que tu te fais puisse aussi correspondre à tes valeurs fondamentales. Oui, alors ça, c'était effectivement très important pour moi quand j'ai lancé mes offres, mes formules, ma manière de travailler. Enfin, quand j'ai créé mon identité, on va dire, d'entreprise aussi, au-delà de mon identité de photographe, de pouvoir avoir cette cohérence-là. Alors effectivement, déjà en termes de matériel personnel, j'ai cette attention-là. Beaucoup de mes objectifs sont de seconde main. D'ailleurs, tous sont seconde main.
mon appareil photo n'est pas seconde main, mais effectivement, je l'ai depuis bien longtemps, comme je l'ai dit, depuis les débuts, etc. Donc, je change peu et je garde longtemps. En fait, la durabilité des choses, c'est, je pense, la première chose sur laquelle on peut agir parce que on peut pas toujours choisir. En fait, on est toujours en train de peser le pour et le contre avec différents critères et notamment la qualité versus la durabilité, l'écologie du produit en tant que tel. Donc, on cherche toujours de la qualité en tant que photographe sur notre matériel, etc. Mais par contre, on peut, au sein une fois qu'on a ce matériel-là, faire attention à le garder longtemps, à bien l'entretenir, juste l'utiliser correctement. Et moi, ce qui a été important aussi, et que pardon, tu as aussi mentionné les déplacements. Jusque-là, c'était pas un sujet pour moi parce que j'avais la chance de bénéficier d'une voiture de fonction de mon mari qui était électrique. Donc, en fait, je me posais moins la question, mais ça va plus être le cas. Donc, justement, c'est un sujet pour moi parce que j'ai beaucoup de déplacements. Après, ça fait aussi partie de mon activité et de ce que je veux proposer, de pouvoir aller chez les gens, leur apporter l'expérience qu'ils recherchent. Donc, il faudra que je pèse le pour et le contre. On peut faire son propre bilan carbone à la fin de l'année pour voir où est-ce qu'on dépense le plus en termes d'impact écologique. Et moi, je pense que je vais finir par le faire parce que ça commence à me titiller, de me demander où est-ce que j'impacte le plus finalement la nature dans mon travail. Mais du coup, pour moi, ce qui a été important et là où j'ai vraiment mis l'accent, du coup, ça a été le côté impression des photos. Parce que je voulais imprimer des photos dans le sens où pour moi, même si ça a plus d'impact de l'imprimer en plus de l'avoir en numérique, c'est aussi ça qui fait que la photo va durer dans le temps et donc va avoir une vie très longue et qui fait que finalement son impact comparé à la durée de vie et à l'impact dans la vie des gens, son impact carbone par rapport à son impact émotionnel et dans la vie des gens, finalement le ratio est plutôt positif. Donc je voulais l'imprimer, mais par contre je voulais pas l'imprimer n'importe où, n'importe comment. Je voulais absolument que ce soit des impressions de haute qualité, mais je voulais pas que ça vienne compromettre le côté écologique. Et donc, je voulais vraiment chercher des laboratoires qui étaient attentifs à ces dimensions-là. Et du coup, j'ai cherché tous les produits que je propose à l'impression sont de différents laboratoires parce qu'ils ont tous cette attention-là. Et au sein de au sein de leur laboratoire, c'est aussi les produits les plus écologiques ou en tout cas avec les encres, par exemple, ce genre de choses-là, l'origine du papier notamment, ce genre de choses-là, quoi. Et l'origine, alors il y a à la fois le produit, donc l'origine du papier, l'encre utilisée, enfin tout ce qui peut autour de la photo en tant que telle. Et puis après, il y a aussi le laboratoire. Est-ce qu'il fait attention à ce qu'il fait en fait? Est-ce qu'il gaspille énormément de papier ou pas, etc. Et donc ça, ils ont des petits logos qui expliquent dans quelle mesure ils sont engagés ou pas. Et puis on le voit bien sur le site en fait si la dimension environnement, c'est c'est 2 lignes à la fin du site cachées, ou si c'est une rubrique à part entière qui développe et auquel cas on sent bien que l'intention générale, c'est ouais, bien sûr. Oui, non, mais c'est important ça parce qu'effectivement, c'est tellement bête de quitter un travail qui ne nous correspond plus pour derrière faire des choses sur lesquelles on a la main, pour le coup, vraiment la main et de ne pas se respecter soi. Alors, ça va vite créer des désaccords en soi et finalement, on va être vite mal à l'aise, mais il faut avoir conscience de ça. Une question plus pragmatique, parce que voilà, j'entends aussi régulièrement ces questionnements, pas vraiment de vraies réponses, mais toi, comment tu... en gros, ton nom de site, même sur Instagram, Gaëtan Marchand, enfin, vous dire, t'as fait simple, alors que des fois, on peut se prendre la tête, je trouve un nom d'offre, tu vois, un truc original, mais qui va lui dire quand même ce que je veux faire, et en même temps que personne d'autre l'est, par rapport à ce nom entreprise. Toi, comment t'as géré ça, quoi, en fait? Tu vois, tu t'es pas trop pris la tête sur le nom de ton truc? Donc, mon nom d'entreprise, c'est Gaëtan LF Photographie. Ok. Donc, c'est pas Gaëtan Marchand, mais c'est pas non plus pas mon nom. Oui, LF, alors c'est Lefebvre, mais LF, quoi, du coup, c'est ça? Voilà, Lefebvre, c'était mon nom de jeune fille. Donc, c'est ça. Gaëtan LF pour Lefebvre. En fait, j'avais pas vraiment d'idée particulière. Enfin, j'en avais un petit peu, mais je voulais pas m'enfermer, en fait. Je voulais pas m'enfermer et je voulais pas qu'il y ait le mot animaux d'une manière ou d'une autre dans le titre, parce que la réalité, c'est que, en fait, oui, je fais de l'animalier, c'est ça que je veux développer, etc. Mais je suis aussi amenée à photographier pour des entreprises, des mariages, des familles. Je fais aussi quelques autres prestations par-ci par-là. Et je sais pas à l'avenir, en fait, ce que je vais faire. Même si, en fait, je sais très bien que je photographie des animaux, mais
on sait pas. On n'est pas à Alors, je l'abri veux dire, d'un à 5 ans, 10 ans, tu sais, ça, c'est sûr, on sait pas, quoi. Voilà. Voilà. Et en même temps, je voulais pas que ce soit juste mon nom complet. Et du coup, en fait, il se trouve que Gaëtan c'était mon nom sur Facebook, et donc j'ai repris ça. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, on dirait que ça fait elfe à la fin, et je trouvais ça sympa, et voilà. Ouais, Je ça me fait suis un pas petit trop fait la tête. personnage plutôt positif dans les romans, dans les films. Voilà. L'elfe, effectivement, il a peut-être souvent le beau rôle, je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et puis photographie, parce que c'était quand même dans ce domaine-là, quoi. Et tu te fermes pas les portes, effectivement. Tiens, ça me fait penser à une autre question. Alors, je vois l'heure qui tourne, hein, le temps passe, mais c'est passionnant. Enfin, moi, je passe un très bon moment, donc c'est hyper intéressant de t'écouter. Peut-être encore deux petites questions, si t'es OK, Gaëtan. Donc, tu t'embarques là dans cette voie, dans ce qu'on va appeler de manière marketing, dans cette niche, le marché, la photographie animalière domestique, chien, chat. Est-ce que tu conseillerais aussi aux autres photographes qui voudraient se lancer et qui sont peut-être déjà lancés, mais qui se posent la question, est-ce que c'est bien d'être dans une niche? Ou, parce que tu as dit que tu faisais aussi peut-être parfois d'autres prestations, mariage, portrait, peut-être du corporate. Est-ce que pour toi, là, maintenant que toi qui es dedans et qui le vis, c'est mieux d'avoir une niche, en l'occurrence pour toi celle-ci, et d'y aller à fond, quitte à ce que tu aies des propositions à droite à gauche parce que tu te fais un peu connaître comme photographe, ou alors, bon, finalement, on s'éparpille dès le départ, et puis j'ai envie de faire plein de choses, donc je fais plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, par rapport à ton expérience? Alors, là, je pense que ça dépend un peu de la personnalité des personnes, et ça dépend de ce qui vous a amené à la photo. Est-ce que vous êtes arrivé à la photo par amour de la photo pure, peu importe le sujet, auquel cas c'est un peu peut-être dommage de commencer par se fermer des portes alors qu'on aime tout. Moi, je pense qu'on peut se faire connaître comme photographe de manière générale, on va dire, mais c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué parce que face à vous, dans chaque domaine où vous allez vouloir vous investir, il y aura des spécialistes de ce domaine qui vont se présenter. Donc, les personnes risquent de un peu faire appel à elles quand même, mais si c'est par le bouche à oreille que vous vous faites connaître, etc., ça peut quand même marcher. Et si vous avez une passion ou un intérêt particulier, alors auquel cas, c'est tant mieux pour vous parce que je pense qu'effectivement, si on se spécialise, on a un peu plus de visibilité dans notre niche, on va dire que si on devient meilleur plus vite, et effectivement, c'est peut-être plus efficace en termes de communication. Et une niche en cache une autre. C'est-à-dire que moi, on peut avoir l'impression que c'est très niche de photographier les animaux. Déjà, de photographier les animaux, ensuite de photographier les animaux de compagnie et les chevaux, certes, mais il y a au sein de cette niche, encore plus niche, il y a des gens qui ne photographient que les chiens. Et au sein des gens qui photographient que les chiens, il y a des gens qui photographient que les chiens de chasse, par exemple, etc., etc. En fait, la niche peut continuer comme ça. Et ensuite, je pense que si on est dans une niche extrême, c'est-à-dire, par exemple, je sais qu'il y a... Que les femelles border collées, par exemple, j'en sais rien. Ou alors, ça peut être les chiens, mais que des photos sous l'eau, par exemple. Bon, ça plaît pas à tout le monde, ce type de photo. Donc, si on est dans ce type de niche-là, en fait, on vise une clientèle peut-être plus à l'international, parce que du coup, les gens viendront de partout pour ça, mais il faut quand même avoir accès à plus large, vu qu'il y a très peu de pourcentage de personnes dans notre zone notre zone géographique qui va s'intéresser à ce type de photos. Donc voilà, il faut... C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'hyper nicher, sans jeu de mots évidemment avec les animaux domestiques. Très beau, il faut déposer ça. Mais par contre, il faut quand même aller être très très bon dans ce domaine-là, puisqu'il y a des gens qui seront capables de faire des milliers de kilomètres pour avoir la chance de se faire photographier par soi, quoi. Enfin, par ce photographe-là, parce que quelque part, c'est un peu le seul, c'est un peu comme une espèce de spécialiste en médecine dans un truc très particulier, et les gens peuvent faire des centaines de kilomètres parce que c'est lui, quoi. Voilà. Et on peut effectivement aller chercher cette hyper spécialisation en photographie. Après, il faut bien sûr accepter le jeu du... alors, du coup, le marché en lui-même, la thématique du marché est très restreinte, mais c'est la taille du marché en termes de peut-être de volume, superficie, on va dire ça comme ça, qu'il faut aller accepter d'agrandir parce que du coup, il faut quand même aller chercher des gens. Et je reviens sur le côté, comme je disais, et c'est très, très pertinent et très juste, si on découvre la photographie, sans avoir d'a priori qu'on touche plein de choses, ça peut marcher. Moi, j'ai un élève de ma formation qui s'appelle Gaël, et j'ai mangé son nom, évidemment, pile au moment où il ne faut pas le manger, son nom de famille. Bon, tant pis. Désolé pour Gaël. Désolé Gaël. Et désolé Gaël. Juste au moment où il ne faut pas l'oublier. Je l'oublie évidemment. Peut-être que ça viendra plus tard. Il est dans la région bretonne. Et en fait, lui, effectivement, il photographie plein de choses. Sauf que il se fait connaître par son réseau local, si tu veux. Il est très implanté localement. Il fait partie d'associations. Alors, il n'est pas élu, mais voilà, il est une espèce de... On va dire que c'est une figure locale, mais nativement parce que ça fait longtemps qu'il y est, parce que voilà, c'est une personne qui est installée. Et le fait que, depuis qu'il s'est lancé en tant que photographe, il fait plein de choses. Il fait un peu de mariage, il fait
du corporate, de l'associatif, des animaux aussi, tu vois. Bref, il est là, quoi. Et en fait, à chaque fois qu'on a besoin d'un photographe, dans son coin, eh ben, on pense à lui, tu vois, voilà. Mais par contre, ça marche, il me semble, parce que c'est dans la vraie vie. Sur le réseau, ça me paraît être un peu plus compliqué, parce que, voilà, notamment sur Instagram, on cherche un peu plus peut-être de la cohérence quelque part, tu vois, notamment visuelle. Oui. Oui, c'est plus, je pense, que c'est plus par les rencontres. Enfin, mais là, c'est un exemple parfait. Effectivement, quand on a un gros réseau, en fait, on peut se développer comme ça. Et après, même si on est niché, moi, je trouve que c'est chouette quand même d'être ouvert à faire d'autres choses parfois et d'être souple à des propositions. Excuse-moi, on est rejoint par Monsieur Pesto. Monsieur Pesto, coucou Monsieur Pesto, Voilà, oh Monsieur qu'il est beau Pesto. et magnifique. Elle est marquée sur l'ordinateur, on a eu chaud. Là. Mais du coup, oui, je trouve que moi, le fait de photographier d'autres choses, non seulement ça m'aide à me rappeler à quel point j'aime photographier les animaux, parce que quand je photographie autre chose, j'ai peut-être pas toujours la même passion, ça dépend, hein. Mais voilà. Et aussi, on importe des nouvelles idées, en fait, dans notre pratique de ce qu'on fait dans notre niche. Donc, je pense que c'est quand même si on est niché, avoir une petite partie de notre activité qui reste un peu ouverte et généraliste, ça peut être une bonne idée, quoi qu'il en soit. Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord. Et puis de toute façon, on est des gens curieux, donc voilà, il faut aussi assouvir cette curiosité, quoi, complètement. Allez, 2 dernières petites questions. L'avant-dernière, quel serait ton rêve, quoi? Là, t'es lancé là-dedans, tu travailles quasiment à temps plein, t'as encore une journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ton ancien travail, ou même s'il est actuel, mais voilà. Ce serait quoi d'ici 1 an, 2 ans, vraiment ton kiff ultime d'entrepreneuse photographe? Déjà, effectivement, ne plus avoir un pied dans mon autre travail Okay. et pouvoir en vivre vraiment bien, en fait, réussir à mener au bout ce que j'ai déjà commencé à lancer, mais qui est pas encore, qui est pas totalement abouti, c'est-à-dire de pouvoir vivre de mes photos animalières uniquement, avec peu de clients par mois, mais des clients qui se font plaisir aussi en imprimant des photos. Et voilà, en fait, ça c'est mon rêve. Et aussi mon rêve, c'est lié au projet que je suis en train de lancer aussi. C'est de pouvoir incorporer dans mon timing, aussi dans mon temps, une partie purement créative, pas associée au business. Et voilà, des projets personnels qui soient peut-être aussi plus forts sur la partie engagement. En tout cas, qui répondent à d'autres parties de moi que j'ai un peu mis de côté aussi pour développer cette activité entrepreneuriale, quoi. Voilà. Et du coup, ça, j'aimerais beaucoup. Et pouvoir mêler ça dans mon temps sans me dire que je mets en péril mon entreprise, voilà, ce serait bien. Ok. Donc du temps, la souplesse dans ton emploi du temps, évidemment. Ça veut donc dire quand même que, évidemment, que tu vas y arriver, mais évidemment aussi que ça prend du temps. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est possible de vivre de la musique. Tu l'as jamais tenté, mais c'est possible de le faire. Oui, bien sûr. C'est possible de vivre de la photographie. Tu es en train de le construire. Tu as déjà un pied dedans, tu as des revenus, tu as ton chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin là-dedans. Bien sûr que c'est possible d'y arriver, même quand on n'a pas de formation comme toi dans la photographie. Les conditions, c'est que accepter que ça prenne du temps, si ça prend du temps, et que c'est OK avec ça, et que finalement, tout le monde peut y arriver, quoi. Il faut de la passion, il faut de la résilience, il faut passer à l'action aussi. C'est la dernière question que j'ai. Quel petit conseil tu pourrais donner? Allez, je sais que c'est difficile comme question, mais il y en a plein de conseils, hein, pour faire des cours. D'ailleurs, je fais des cours là-dessus, évidemment, hein, même du coaching. Mais toi, peut-être ton conseil à toi que tu pourrais donner à quelqu'un qui serait un peu, tu vois, en amont de ce que tu fais toi, quoi. Ouais, alors c'est une métaphore animalière, mais mettez le pied à l'étrier. En fait, c'est vraiment cette fameuse expression, je sais plus comment elle se formule avec le forgeron, mais c'est en faisant qu'on devient forgeron. Oui. C'est en forgeant. Bon, en fait, faites et vous deviendrez. C'est ça mon vrai conseil, c'est faites pour devenir. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et à chaque étape, j'ai eu l'impression que la route était très longue, mais je me focalisais sur cette petite étape, 1% à la fois. Et je faisais un peu semblant au début. Et finalement, à force de faire semblant, ça devient concret, ça devient vrai. Et voilà, en fait, je pense qu'en découpant les étapes de la route, c'est moins effrayant. Donc, allons-y pour la première étape. On met le pied à l'étrier, voilà. Et après, on verra si on sait monter à cheval. Mais de toute façon, on apprend à monter à cheval, forcément, et puis on va tomber. Mais comme on dit souvent, il faut remonter très vite, et c'est le cas. Les métaphores animalières sont souvent très, très justes. Voilà, c'est du bon sens, mais c'est souvent très juste. Je crois que c'est la 12e fois que je dis dernière question, mais c'est peut-être la vraie dernière question. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, Gaëtane, dans ce que tu fais? Voilà, tellement heureuse.
En vrai, c'est pour ça tout à l'heure quand tu me posais la question de mes rêves, honnêtement là je le vis un peu. Hein, c'est incroyable pour moi d'être capable de vivre d'un métier un peu sur mesure qui correspond à toutes mes attentes. C'est jamais parfait, mais en fait ça le sera jamais parce que c'est pas le but. Si c'était parfait, on s'ennuierait parce qu'on n'aurait plus rien à chercher. Et moi j'aime bien la quête de l'étape suivante, etc. Donc non là je suis très heureuse. Okay. C'est la colline quoi. T'es sur la colline, mais il y en a une autre derrière à aller gravir. Voilà, c'est ça. Bon. Mais t'as quand même un beau point de vue actuellement. Et cette colline est déjà pas mal, ouais. Et elle est déjà pas mal. On te retrouve, Gaëtane, sur Instagram, sur ton site. Tu peux nous donner, s'il te plaît, nous donner les, pas le lien, mais en tout cas le nom de ton site et de ton compte Insta. Oui, alors merci beaucoup. Du coup, sur Instagram, c'est gaetanelf.photo, donc GAETANELF.photo au singulier. Et mon site, c'est gaetanelf.com. Génial. Je te remercie infiniment, Gaëtane, pour cette 1h18 minutes passées ensemble. C'est moi qui te remercie. C'était génial. Merci beaucoup, Gaëtane. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Libre et Photographe. Un grand merci à Gaëtane Marchand pour avoir partagé avec nous son incroyable parcours et son univers passionnant autour de la photographie animalière. J'espère que cette conversation vous aura inspiré, vous aura donné des idées, des clés pour avancer dans votre propre projet photo. Et puis, maintenant vous connaissez un petit peu la musique, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser une note, un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Vos avis sont essentiels. D'abord, pour moi, ça me fait plaisir de les lire, mais aussi pour faire grandir le podcast et le rendre encore plus visible au sein de la communauté des photographes. Vous pouvez également partager cet épisode s'il vous a plu à quelqu'un qui pourrait à son tour être inspiré par le parcours de Gaëtane ou qui aime la photographie d'animaux. Dernière chose, si vous avez des questions, des suggestions, même des idées de thèmes ou pourquoi pas même des idées d'interviews, de photographes que je pourrais interviewer, eh bien allez-y, vous pouvez me les envoyer et je les lirai avec plaisir. Merci encore pour votre écoute, votre fidélité. Vous êtes plus de 1000 à écouter chaque épisode. Pour moi, c'est un vrai plaisir de vous partager ça. Continuez de croire en votre passion, avancez un pas à la fois et surtout n'oubliez pas, la reconversion, c'est une aventure à votre portée, tout le monde peut le faire, j'ai réussi, si moi j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode de Libre et Photographe.